C'est le retour de la pause après le journal. On va donc continuer, comme je le disais avant la pause, avec le Mali. Le pays se retrouve donc toujours sous les sanctions de la CEDEAO, les très lourdes sanctions prononcées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fermeture des frontières avec le Mali. Tous les pays de la CEDEAO qui ont des frontières avec le Mali les ferment. Les sanctions économiques avec l'ordre donné à la BCAO, donc de suspendre le Mali, entre autres. Alors, je suis toujours avec mes deux invités, Beausoleil Obekou et Francisco Napokura. Francisco, sur le cas des sanctions, la mission de la CEDEAO qui était à Bamako, conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, on peut dire un peu qu'elle est retournée bredouille parce qu'elle voulait amener les autorités de la transition à se prononcer sur une date des élections d'ici à 16 mois, 18 mois tout au plus, mais on ne s'entend pas sur ça. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du pouvoir malien, on n'entend pas céder aux désidératas de la CEDEAO? Est-ce que c'est les désidératas de la CEDEAO, le pouvoir malien? Vous savez, le pouvoir malien est en lutte pour la souveraineté. La souveraineté du Mali. Et cette souveraineté, c'est une composante réelle de la démocratie. Et la démocratie que veut instaurer la CEDEAO, qui, par exemple, accepte les coups d'État lorsque c'est ses membres qui l'orchestrent, en tripatriant les constitutions, mais qui refusent les coups d'État militaires. C'est ça le paradoxe. Maintenant, le Mali dit que j'ai des problèmes à régler avant d'aller aux élections. C'est la sécurisation de mon territoire, qui est un domaine de souveraineté. La CEDEAO n'est pas en mesure de l'aider à résoudre le problème sécuritaire. Tout ce que la CEDEAO a en tête, c'est le business des élections. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, c'est bidon. Nous avons des problèmes de sécurité pendant des années que nous traînons. Nous organisons des élections qui sont pratiquement des élections partielles. C'est-à-dire que c'est à des tout le territoire n'est pas concerné. Maintenant que vous êtes venus, surtout la France avec ces histoires de forces internationales, aider à résoudre un problème pour 2 ans, on est allé jusqu'à 9 ans, 11 ans. On dit, bon, ok, maintenant, nous sommes prêts, nous-mêmes là. Nous disons que nous allons faire face, nous avons d'autres stratégies. Donc, laissez-nous régler notre problème sécuritaire. Si vous ne pouvez pas, laissez-nous, nous allons tenter et nous allons essayer de le faire. Maintenant, la CEDEAO est là dans son calendrier d'élections. À chaque fois, c'est la durée de la transition qui les importe. Ça ne doit pas être ainsi. Si la CEDEAO n'a pas la capacité de mobiliser les forces, de mobiliser ses forces, on avait parlé même comment l'appelle-t-on, de mettre en alerte les 10 000 hommes de la CEDEAO. Être capable, sans l'Union européenne, sans les États-Unis, de pouvoir armer les 10 000 hommes, comme les pharaons le faisaient dans le temps, pour leur trou. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, qu'ils laissent, comment l'appelle-t-on, le Mali tranquille, trouver sa solution. Parce que, quand vous voyez, on peut dire à la longue que c'est un acharnement, parce que à côté, il y a les autres pays. Il y a la Guinée qui connaît le coup d'État. Il y a le Tchad, qui aussi a connu un coup d'État dont personne, on leur a donné 16 mois renouvelables, sachant que ça va être renouvelé. Il y a aujourd'hui à côté le Burkina qui vient de sortir son calendrier pour 3 ans. On ne sait pas si les 3 ans sont renouvelables ou pas. Maintenant, ça, l'acharnement, c'est sur le pays, c'est-à-dire que le pauvre Mali. C'est ce que, sincèrement, moi je ne comprends pas. Si vraiment la CEDEAO n'est pas en mesure, c'est-à-dire que Goodluck Jonathan, je crois que c'est une mission même impossible. Si le Mali ne va pas revenir en arrière, pas aujourd'hui. Ils vont faire peut-être les 5 ans ou 6 ans, je ne sais quoi, mais le Mali a un problème, c'est le problème sécuritaire, qu'il faut les aider à résoudre. Donc la CEDEAO doit se mettre en tête que la prochaine fois pour aller là, c'est pour leur proposer que nous avons nos 10 000 hommes que nous sommes en mesure d'armer et non d'attendre encore
pour tendre la main. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine et autres. Ce n'est pas maintenant que l'Union européenne va venir trouver les armes pour donner à la CEDEAO pour aller. Donc les pays de la CEDEAO doivent se mettre ensemble, amener les gens pour aller aider nos frères maliens à résoudre leurs problèmes. Si le problème de sécurité est résolu aujourd'hui, je ne pense pas quel argument le Assimi Goïta et ses hommes vont avoir encore pour dire que nous allons rester encore plus. Alors on a l'impression que les deux parties ne se comprennent pas. Au niveau des autorités maliennes, on dit la réalité de notre pays elle est différente. Aujourd'hui, les élections, on en a toujours organisé, le problème est toujours le même. Encore que nous faisons face à une situation sécuritaire intense, mais la CEDEAO dit élection, élection, élection. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et lorsque nous faisons des analyses, il faut se baser aussi sur des principes, sur certaines choses qu'on ne peut pas... inamovible, dire... c'est ça? Oui, et puis dire quelque chose et son contraire à la fois. La CEDEAO dit qu'elle est contre les coups d'État. Et maintenant, il y a des gens qui font les coups d'État, la CEDEAO va leur dire, ok, c'est bon, la CEDEAO, vous avez fait coup d'État, on vous attend. Lorsque vous allez finir peut-être 10 ans après ou 6 ans après de sécuriser votre pays, vous pouvez faire les élections. Est-ce que la CEDEAO peut dire ça concrètement, sérieusement? Est-ce que la CEDEAO peut le dire? Mais il vient de le dire que, vous l'avez aussi dit, on est allé demander aux autorités, la CEDEAO on est allé demander qu'une date. Oui. Vous avez dit 4 ans ou 5 ans, tout ça là, mais quel est votre chronogramme pour revenir à l'ordre constitutionnel? Ça aussi, c'est très important pour un pays. Maintenant, il dit, Napokoura l'a si bien dit qu'on s'acharne sur le Mali. Et dans l'exemple du Burkina, qui est la réponse à celle que la CEDEAO, à la question que la CEDEAO pose au Mali. Les autorités, la junte, et quoique illégitime ou illégale au niveau du Burkina, a dit 3 ans. Mais quand même, là c'est clair. C'est un peu clair. Même s'il faut renouveler, après ils ont dit qu'ils ont donné quand même une limite pour la transition. Et c'est la même chose qu'on demande au niveau du Mali. Donc la question qui se pose, pour dire qu'on va sécuriser d'abord le pays, tout ça là, donc bon. Et la CEDEAO n'a qu'à dire à la junte malienne, sécuriser le pays, si c'est même 20 ans après, vous allez faire les élections. Est-ce que c'est possible? Il n'a pas dit 20 ans. Il n'avait pas dit 20 ans. Ah non, j'ai dit, même si c'est... Donc ça veut dire que ce n'est pas possible mais en même temps, suivre dans le cas du Mali, vous vous rappelez, le débat avait commencé avec cette histoire de 5 ans. Je crois que d'après ce qui se dit, c'est le président ivoirien qui a dit mais c'est une plaisanterie. C'est-à-dire, aujourd'hui le Burkina dit c'est 3 ans. On n'a pas encore vu de réaction de la CEDEAO. Oui, mais on verra. On verra. Le Mali dit 5 ans. Alors là, j'ai envie de dire, c'est une date, on voit devant. Mais de 6 mois à 5 ans. Ils disent que ça fait... Non, ils disent que ça fait un mandat présidentiel. Ils ont dit une transition ne peut pas durer... 6 mois à 5 ans. Ça veut dire que ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Et les observateurs, tous ceux qui, même des pays sur qui même le Mali compte, après les sanctions, tout ça, là, comme l'Algérie, les gens suggéraient 16 mois, 12 mois, oui, Mauritanie, tout ça. Au moins, parce que ces pays... Quoi qu'on le dise, ils sont les présidents qui sont à la tête de ces pays, ils ont été élus. Oui. Bon, ils ne peuvent pas accepter qu'une jeune... Qui est élu? Là, en Algérie, on a fait une élection. Ce n'est pas moi qui ai organisé les élections. En Mauritanie, il ne faut pas mélanger les pédales quand on fait des analyses. J'ai dit, même les pays sur qui l'Algérie et le Mali comptait entre guillemets lorsque la CEDEAO avait prononcé les sanctions, mais on demandait aux Maliens, faites pas plus que 16 mois. Donc c'est normal. Ces pays c'est des régimes démocratiques qui sont à la tête de ces pays. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'on dit, tout ce qui est normal, c'est que dans les pays, il faut un ordre constitutionnel. Et lorsque l'ordre constitutionnel est mis à l'épreuve, on ne peut pas laisser ce désordre-là
durer. Donc il faut quand même qu'un jour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Et la CEDEAO, je ne sais pas pourquoi on appuie on demande à la CEDEAO, il faut qu'il mobilise des hommes pour aller combattre d'abord et après demander les élections. La CEDEAO, le Mali fait partie de la CEDEAO. Si le Mali ne faisait pas partie de la CEDEAO, je ne crois pas que la CEDEAO allait mettre sa bouche dans son histoire. Le Mali a accepté cette principe. Le Mali a accepté, écoutez, le Mali a accepté le principe qui régisse la CEDEAO, le règlement, la charte, tout ça là, et il est membre de cette CEDEAO. Et on a dit, lorsqu'il y a ce problème-là, d'abord, on te suspend. Oui. Et lorsque tu reviens à l'ordre constitutionnel, tu réintègres des pays. Et ce n'est pas, le Mali n'est pas le premier pays à être suspendu. Vous savez, le Mali n'est pas le premier pays à avoir des sanctions. Alors, donc, ça veut dire que la CEDEAO ne cherche que le retour à l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas l'accuser, il est dans son rôle. Sur ces sanctions qui perdurent, j'écoutais aussi le président Ouattara qui évoquait la question de la vie chère et qui, à un moment donné, a dit les problèmes avec certains pays frontaliers font que la vie est chère parce que le bétail ne circule pas. On a l'impression que finalement, on a sanctionné le Mali, mais c'est toute la CEDEAO qui paye le tribut. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire, quand vous sanctionnez le pays, ce sont les populations qui souffrent principalement. Ce n'est pas les dirigeants. Se résoudre à l'évidence et lever ces sanctions. Francisco Napoko. Oui, et tout d'abord, vous savez, quand Boussolé parlait tout à l'heure, l'Algérie a proposé, je crois, 16 mois. C'est ce que j'ai dit. Mais oui, mais vous savez, quand on a interrogé Alassane Ouattara par rapport à la proposition de l'Algérie, on a senti que c'est comme si il bottait en touche et l'Algérie en tant que médiateur. Et j'ai l'impression même que l'Algérie même s'est peut-être un peu retiré pour voir là où ils vont aller. Vous savez, le Mali pèse dans la CEDEAO. D'accord? La vie chère, donc Alassane Ouattara, le Mali dépend également du port, des ports. Oui, San Pedro. Voilà. Est-ce que vous voyez? Le Togo, tout le monde a besoin du Mali dans la sous-région. Donc, je peux dire que la position même des autorités maliennes, c'est qu'ils savent, ils connaissent leur poids, également dans l'échiquier. Vous savez, il y a beaucoup d'impact. Et nous apprenons même que déjà même la BCEAO a déjà ordonné, le décaissement de l'argent en faveur des banques maliennes. Si cette information est vraie, ce qui suppose déjà que par les sanctions perdues, mais les sanctions sont déjà en train d'être caduques. Puisque je vais vous donner un seul exemple. Vous imaginez que le Mali doit au système monétaire ouest-africain. Le Mali n'est pas défaillant comme manque de liquidité. C'est-à-dire que pour payer, le Mali est en mesure de payer, mais le patron, c'est-à-dire que la BCEAO, décide de geler les fonds du Mali et que tous ceux à qui le Mali doit ne seront pas payés. Imaginez, et je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez, au niveau même des banques, le Togo seul, les banques, c'est-à-dire que les actions, les titres du Mali dont disposent seulement 4 banques togolaises, Orabank, Ecobank, Coris Bank et UTB, font 125 milliards. 125 milliards. Parce que les banques qui sont des banques commerciales ont décidé de ne pas financer l'économie, de ne pas financer nos crédits. Et ont décidé de prendre leur argent et aller acheter des titres qui sont garantis. Parce que ces titres-là ne tombent jamais en faillite. Et subitement, la BCEAO décide que ces banques-là, c'est-à-dire ces 125 milliards ne seront pas payés. Ce qui veut dire, si par exemple, on divise même par 4, par exemple, ça veut dire qu'une seule banque va perdre. Parce que la BCEAO a décidé, une seule banque va perdre autour de 60 milliards. Ou bien autour de 60 milliards.
Alors que si vous voyez, l'année dernière, quand Ora Bank a publié son bilan de l'année, a dit, Tampa Express numéro 9 avait publié, lorsque l'Ora Bank avait publié son résultat brut, qui est de 20 milliards pour l'année 2021, et qu'aujourd'hui on nous dit que à mi-parcours, la banque va perdre 60 milliards. Du coup, parce que la BCAO volontairement a décidé ça, veut dire que ces 4 banques-là, dont UTB que vous connaissez, les difficultés, ces 4 banques sont automatiquement en faillite. D'accord. Donc, vous savez, ces sanctions n'auront pas d'effet jusqu'à terme. Je peux dire que ces sanctions sont en train d'être levées parce que les banques vont faire le lobbying pour que la BCAO, sinon la BCAO sera obligée de les rembourser ou bien comment ils vont faire. Et il faut voir, dans tous les pays, les autres pays, c'est le cas du Togo que je donnais, dans tous les autres pays, alors que les créances, les titres du Mali s'élèvent à des milliards. Ce n'est pas des choses, ça dépasse les 1000 milliards. Est-ce que vous voyez? Donc, Bossolé, tout ça, ça montre que les autres subissent aussi. Et finalement, il faut peut-être réfléchir et se dire, on a sanctionné le Mali, mais d'abord, c'est les peuples qui souffrent, mais c'est aussi nous qui souffrons. Oui, mais au fait, l'économie de la sous-région, c'est lié à des pays sont liés au niveau de l'économie. On a parlé de la guerre de l'Ukraine. On sanctionne la Russie, mais ceux qui sanctionnent la Russie subissent aussi ces sanctions-là. Donc, disons, les chefs d'État, avec tout ce qu'on peut démontrer au niveau économique, tout ça, là, vous croyez qu'ils n'ont pas fait ces calculs-là? La BCAO n'a pas fait ces calculs-là avant de prendre. Ils savent tout ça, là. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est devant cette situation, la question qu'il faut se poser, c'est que c'est pour ça qu'il faut cautionner un coup d'État. C'est la grande question. Mais les chefs d'État l'ont dit. Mais prendre les sanctions contre... le président Alassane Ouattara l'a dit, prendre les sanctions contre... C'est à contre-cœur. Oui. Il est sûr que c'était à contre-cœur. Et les sanctions, le président même... le président ghanéen l'a dit que ces sanctions étaient prises pour amener seulement la junte à avoir quand même un délai raisonnable. Donc, si la junte s'entête et la situation perdure, mais il faut faire avec cette situation-là. Mais le problème, c'est que malgré tout ce qu'il y a comme conséquence, nous subissons tous. Le peuple malien subit ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, le président Macky Sall même l'a reconnu. Même les pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils sont même les premiers à subir ça. Ils sont obligés, par principe, d'amener la junte à avoir quand même, à ramener la junte à la raison. Donc, ce qui se passe, même au niveau mondial, c'est en sanctionnant la Russie, par exemple, l'Europe va subir aussi ces sanctions-là. C'est pour ça qu'il faut quand même permettre qu'un pays souverain envahisse un autre. C'est la même chose au niveau de la CEDEAO. Les économies, tout ça là, elles sont interdépendantes. Ouais. Mais c'est pour cela que nous disons, et la diplomatie au niveau mondial, au niveau des sous-régions, tout ça là, il faut, lorsque nous sommes tous dépendants les uns des autres, il faut éviter les situations anormales. Il faut toujours éviter les situations anormales. Il faut éviter les coups d'État en Afrique. Ça, il faut qu'on se le dise. Sur toutes ces formes. Ça nous ramène toujours en arrière. Honorable, ça nous ramène toujours en arrière, les coups d'État. Et quand on parle du Mali, on dit que les élections sont faites au Mali. Et que ces élections-là, c'est à cause de ça qu'on fait les élections. Ces élections ne sont pas bonnes. C'est à cause de ça qu'il faut faire. Moi, je dis non. On a commencé avec la transition, avec ATT. Après cette transition, celui qui a conduit la transition n'était pas allé aux élections. On a fait des élections où un président, Alpha Oumar Konaré, a été, lui, il a fait 2 mandats. Après, ATT est revenu. On va dire que les élections ne marchaient pas au Mali. Mais quand les problèmes surviennent, toutes les nations ont des problèmes. Nous avons choisi la démocratie. Lorsque nous faisons cette démocratie-là et qu'il y a des problèmes, il y a certaines voies pour régler ces problèmes. Ce n'est pas
prendre les armes et enlever un président démocratiquement élu. Ça nous fait regresser. Passons au dernier sujet parce qu'on qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va passer rapidement au dernier sujet, c'est le Togo. On va parler donc de cette conférence sur la gestion des transitions politiques. La conférence est prévue pour se tenir à Lomé dans le courant du mois d'avril de cette année. C'est l'information qu'a donnée le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qu'il avait rencontré le 10 février dernier. Cette conférence, selon le ministre, sera l'occasion, sous le leadership, bon, je vais laisser ce côté-là parce que ça c'est de... On est en train d'encenser quelqu'un, sera l'occasion donc pour les acteurs régionaux, internationaux ainsi que les différentes parties prenantes d'examiner les tendances et développements récents dans la région du Sahel et les pays de l'Afrique de l'Ouest en proie à l'extrémisme violent et au terrorisme et de réfléchir sur les voies, stratégies et moyens pouvant aider à contenir la dissémination de la menace terroriste et à rester mobilisés de façon soutenue face à ce péril pendant et après les transitions politiques. Il y a ce lien, Francisco Napokura, qui est rapidement établi ici entre transition politique et la situation sécuritaire dans beaucoup de pays. Oui, c'est quand la transition politique est mal faite. Puis qu'est-ce qui amène à la transition politique? Donc c'est ça. Vous savez, dans notre numéro Tampa Express numéro 13, et nous avions fait un titre qui dit laborieux Togo en matière de coup d'État en Afrique. Et ça est expérimenté. Donc le choix du Togo pour ce sommet n'est pas anodin. Le Togo a connu beaucoup de transitions. C'est-à-dire que quand nous prenons de part l'histoire, vous allez voir le premier président du Togo, élu, je crois, et voilà, à l'issue de l'élection de 58, ou bien, oui, n'a pris le pouvoir que en 61. Voilà. Et donc, vous voyez, la longue transition, on peut dire, peut-être. Donc, une première longue transition dans l'histoire du Togo. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le coup d'État de 63 est venu, c'est Grunitzky, Nicolas Grunitzky a été, disons, porté à la tête du pays. Comme quoi, c'est une transition, ce n'était pas à l'issue d'une élection. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après, Grunitzky a été déposé par la junte qui avait fait le coup d'État de 1963 pour amener Kleber Dadjo encore pour une autre transition. De 3 ou 4 mois. De 3 ou 4 mois. Et plus tard, Gnassingbé Eyadema rebondit et finalement prend son pouvoir. En 1967. Avril 67. En 1967. Et en 2005, je crois, Eyadema meurt en février. Et patati patatra, au lieu d'une transition normale qui devait être assumée par Fambari Ouattara Nachaba, c'est, comment on l'appelle, Faure Gnassingbé plutôt, d'abord qui a premièrement pris le pouvoir la nuit du 5, du 5 février. Oui. Et après, sous pression de la CEDEAO, comme la CEDEAO n'aime pas les pouvoirs de coup d'État, il faudra démissionner. Et on est parti trouver, paix à son âme, Elhadji Abass Bonfo, pour occuper une transition de 2 mois. Et puis après, bon, il faut reprendre son pouvoir. Vous voyez? Donc le Togo est vraiment expérimenté en cette matière. Donc le choix du Togo n'est pas anodin. On a beaucoup d'expérience à partager. Maintenant, combiné avec le terrorisme, aujourd'hui le terrorisme, ça guette tous nos pays. Tous nos pays, par moment, on annonce des incursions au niveau de Kpendial ou de Dapaon, n'est-ce pas? Et même au Bénin, c'est très criard. La dernière fois, c'était avec des morts. Donc ce qui est en train de se passer dans le Sahel, donc si vraiment les Maliens arrivaient, le pouvoir de Assimi Goïta arrivait à mettre en place véritablement un système de lutte contre le terrorisme, et que également au niveau du Burkina, parce que depuis quelques jours, on n'entend plus parler tellement de morts par djihadisme. Au niveau du Niger, avec le repli de la force Barkhane et tout ce
ce Bataclan, je crois que ça va permettre de concentrer les forces, c'est-à-dire que les Français et autres, c'est-à-dire Barkhane vont s'occuper du Niger, et de l'autre côté, les autres aussi vont pousser. Et je crois que c'est par moment ce qui arrive vers nos pays, et vers la côte. Donc il y a nécessité vraiment de penser et à ça. Et même dans notre prochain numéro de Tampa Express, on a un article pour ça, pour que l'État et nos États soient proactifs, n'est-ce pas, et pour lutter contre le djihadisme. D'accord. Les transitions politiques en Afrique, le sommet sur la gestion donc, de ces transitions, j'ai envie aussi de savoir, c'est l'urgence de l'heure? Oui, bon, quand même, c'est un sujet d'actualité. Et je crois que nous vivons une situation où les coups d'État dans les pays où il y a eu coup d'État, dans les 3 pays, ou 4 pays où il y a eu 3 pays où il y a eu vraiment coup d'État et 2, je prends le Mali et le Burkina, l'une des raisons qui ont poussé, en tout cas selon les auteurs du coup d'État, c'est l'insécurité, que l'incapacité du pouvoir, entre guillemets, du pouvoir en place à pouvoir bouter et hors du territoire, de leur territoire, les djihadistes. Oui. C'est ça qui les a poussés à faire ces coups d'État-là. Et en même temps, ces coups d'État amènent le problème de transition. Donc je crois que c'est un sujet d'actualité. Et il faut quand même qu'on en discute. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, regarder les choses quand ça va finir. On attend la fin. Non, je crois que la diplomatie, je viens de le dire, le monde est... Tous les pays sont liés les uns aux autres et par une diplomatie qui est active au niveau mondial et au niveau sous-régional. Le Togo n'a fait que proposer, et a pris l'initiative de proposer cette conférence-là au secrétaire général de l'ONU, qui l'a apprécié, qui a vu, tiens, il a dit, tiens, donc c'est une idée et on va s'asseoir pour discuter, voir les voies et moyens pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Il faut trouver des solutions à ces situations qui se posent à nous, donc au niveau du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, où on parle actuellement de transition, de durée de transition, des gens qui disent qu'il faut laisser, comme Napo Koura, qui disent qu'il faut laisser la junte faire sécuriser d'abord le pays avant de parler des élections. Donc, les deux, pour le moment, sont liés et il faut en discuter. Donc, d'autres personnes qui disent niet, même au niveau des pays où il y a un coup d'État, qui disent non, il faut aller aux élections et il appartient au gouvernement ou aux autorités légitimes, démocratiquement élues, de continuer cette lutte-là contre les djihadistes. Et ça aussi, c'est de bonne guerre. Lorsqu'on parle de lutte contre les djihadistes, et si c'est les militaires qui doivent d'abord prendre le pouvoir avant de lutter efficacement contre les djihadistes, là, je crois que ce n'est pas du tout vrai. Donc, les militaires, quand les présidents sont démocratiquement élus, les militaires, l'armée joue un grand rôle dans la sécurisation du pays. Donc, on peut avoir un militaire, un président civil au pouvoir, et c'est ce qui est normal avec les élections présidentielles qui portent un civil au pouvoir, et les militaires ne sont pas exclus de l'élection présidentielle, sauf qu'il faut qu'ils démissionnent 6 mois dans certaines constitutions, tout ça, là, 6 mois avant ces élections-là, ou 1 an avant ces élections-là, ils peuvent se présenter. Donc, il y a beaucoup de situations anormales présentement en Afrique et dans notre sous-région, et il faut s'asseoir pour discuter et trouver des solutions diplomatiques et pour ramener surtout la sérénité au niveau de la sous-région. Et surtout, la lutte contre le terrorisme, ça c'est partout. Mais ce qui frappe à nos portes, comme Napo Koura l'a dit, ça part du Mali, c'est parti de la Libye, qui a été avec la déliquescence orchestrée par la France et le président français Nicolas Sarkozy, qui a fait disparaître le président Kadhafi, ce que
les chefs d'État n'étaient pas d'accord, les Africains n'étaient pas d'accord avec cette ils l'ont pas soutenu. Et maintenant, nous avons ces conséquences-là, nous subissons ces conséquences-là. Mais il ne faut pas laisser les bras croisés. Et c'est là où l'initiative du Togo est appréciée. Et il faut encourager cette initiative. Et on verra ce que ça va donner. Le ministre des Affaires étrangères a dit que lorsque la proposition a été faite au secrétaire général de l'ONU, il a salué la proactivité du Togo sur la question. Mais moi, j'ai envie de savoir, Francisco, est-ce que par rapport aux questions, que ce soit les questions de transition liées à la situation sécuritaire dans les pays, surtout du Sahel, est-ce que Lomé a une recette à proposer en ce sens? Parce qu'on voit beaucoup Lomé intervient au niveau de Bamako, Lomé intervient même au niveau de N'Djamena. Est-ce que Lomé a une recette à proposer aujourd'hui? Oui, Lomé a des recettes. Je viens de vous citer l'expérience du Togo en matière de coup d'État, de transition. Je peux même dire que notre article dans la conclusion, c'est que aucun chef d'État au Togo n'a accédé au pouvoir par des élections démocratiques, libres et transparentes. Quand on voit tout le cheminement. Donc, le Togo a effectivement, vous savez que Robert Doucet, c'est un spécialiste en matière de sommets. Vous vous rappelez, les sommets sur la sécurité maritime, tout ce qui est... Même on devait même faire avec, je crois, un sommet qui n'avait pas eu lieu là. Togo-Israël, Israël-Afrique. Israël-Afrique qui n'a pas eu lieu. Donc, bon, pour ce sommet, comme le thème a été bien réfléchi, c'est un professeur d'université, un grand philosophe. Donc, le secrétaire général de l'ONU ne peut que l'avaler. Donc, maintenant, avec les propositions, puisque vous l'avez dit, on a l'assistance et le conseil même que le Togo a apporté au Tchad, qui est aujourd'hui stable. On peut dire même le Mali. Oui. Parce que, quand bien même les gens disent qu'il y a sanctions, je vous dis que ces sanctions sont en train d'être levées. Parce que financièrement, économiquement, ces sanctions sont caduques. Et je vous dis que quand on disait en tant que le chef de l'État fort n'était pas au Ghana, lorsqu'on prenait les sanctions, les gens avaient cru que c'était le hasard. Ce n'est pas un hasard. C'était bien prémédité. Parce que lorsque je vous donne les 4 banques et l'économie du Togo qui va s'effondrer pour juste les sanctions que le président Ouattara, parce que lui, il est même l'acteur principal de toutes ces sanctions. Mais vous êtes un président, vous connaissez les intérêts de votre pays, vous n'allez pas vous mêler. Et la preuve même, le Togo est désigné comme, voilà, et pour pouvoir traiter de ces problèmes. Donc, le Togo a des choses à donner par rapport à son expérience, mais il va falloir que nous puissions faire de ce que nous avions de mauvais, qui s'est passé, qui fait que nos pays sont stagnants, c'est-à-dire qu'on n'évolue pas. Donc, il faudrait au moins qu'on puisse les transformer en progrès désormais, pour que toutes ces expériences accumulées profitent au pays. Nous l'avons fait pendant des années, pendant 60 ans. Notre pays est là, à tourner en rond. Aujourd'hui, même en matière démocratique, on ne sait plus où on se trouve. Et donc, voilà, le sommet vient à point nommé, et c'est ingénieux. Et on ne peut que l'applaudir. Oui, en fait, oui, pour parler de recettes au niveau du Togo, je crois que ce que dit Napo Koura par rapport à l'histoire, je crois que ce n'est pas ça dont il s'agit ici. Par exemple, le Togo, d'abord, nous partons du fait que le Togo, il faut quand même discuter. Même le Togo qui n'avait pas participé au sommet où les sanctions ont été prononcées, ne peut pas dire qu'il n'est pas solidaire des chefs d'État qui ont pris ces sanctions-là. Là, le dire sur le plan, le Togo s'est fait quand même représenter. C'est son chef de l'État qui n'était pas allé, il s'est fait représenter. Mais nous disons j'ai posé la question Togo, quand même aux analystes qui me disent que c'est quand même un message qui est envoyé. Même si c'est un message. Écoutez, ne nous critiquez pas sur tous les points. On n'a pas les mêmes sources d'informations. Mais c'est toi, et surtout, vous avez des sources d'informations erronées. Non, la façon dont vous parlez, quand vous rapportez ces choses-là. Ce que moi je veux là pour
pour nous protéger, en tant que député. Non, ce que je veux te dire, je ne protège personne, je suis ici pour analyser les faits. Et moi, je me base sur les faits, je ne vais pas derrière le rideau comme vous pour aller prendre des sources. Moi, je me base sur des faits. Le Togo a été représenté à Accra. Le Togo est solidaire. Le Togo ne s'est pas prononcé quelque part pour dire qu'il n'est pas d'accord avec les sanctions. Ai-je menti? Donc, le Togo ne s'est pas prononcé contre ces sanctions-là. Mais l'action du Togo s'inscrit sur le fait que il y a des sanctions, bien sûr, mais on ne peut pas laisser la situation évoluer comme ça. Il faut en discuter pour sortir de cette situation. Voilà les démarches, là où s'inscrit l'initiative du Togo. Donc, au fait, les recettes, par exemple, ça se base sur la paix qui règne dans notre pays, par exemple. C'est un exemple pour dire aux autres que la paix, c'est une bonne chose. Il faut éviter la guerre. Il faut éviter de se tirailler. Le Togo aussi a des expériences politiques. Lorsque les problèmes se posent, et à nous ici au Togo, sur le plan politique, on s'assied pour faire quoi? Pour discuter. On a eu des dialogues où on a discuté pour trouver des solutions et faire des accords pour pouvoir apaiser le pays et évoluer. Là, bon, je ne crois pas, et ça je l'affirme, et ce n'est pas en se basant sur des considérations historiques que le Togo peut aider à quand même essayer de résoudre. Le Togo n'a pas de recette miracle. Hein. Il invite les gens à s'asseoir. Et c'est ceux qui vont venir, ceux qui vont participer à cette réunion, qui vont quand même discuter et proposer des solutions ensemble. Ouais, mais notre pays ici a supposé si le Togo était en guerre, les gens n'allaient même pas accepter venir discuter ici. Donc la paix qui règne d'abord au Togo est une gage aussi est une condition pour pouvoir tenir ces réunions. Et en plus, je l'ai dit tantôt, nos expériences au niveau, lorsque les problèmes politiques s'opposent à nous au Togo, nous avons l'habitude de s'asseoir, toutes les tendances confondues. Tout le monde, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition, réclament souvent des dialogues. Et c'est aussi une expérience qu'il faut peut-être, qui nous permet de pouvoir réunir les gens et discuter des problèmes pour trouver des solutions pour les régler. Francisco Napokoura, je sais que le ministre Robert Doucet doit avoir son idée sur ceux qui vont participer, mais vous voyez qui venir à ce genre de sommet? À ce genre de sommet, ça, bon, il y aura beaucoup d'universitaires, ça c'est certain. Il y aura les politiques, des politiques de sa trempe, les affaires étrangères, surtout les gens chargés de la sécurité, comme les ministres de la sécurité, les chefs d'état-major, voilà, des armées. Je crois que c'est des personnes ressources pour un tel sommet. Et voilà. Et donc, quand nous parlons, monsieur le député, vous êtes là, je dis que vous êtes là pour nous protéger. Donc, vous êtes à l'Assemblée, c'est pour ça. Quand on parle de souveraineté, c'est vous qui défendez la souveraineté du pays. Tu l'as défendu aussi tout à l'heure. Oui. Tu as défendu la souveraineté en parlant du Mali. Donc, tu as défendu la souveraineté. On est en insécurité, le territoire est dans l'insécurité, on ne parle pas de souveraineté. Et lorsque le territoire est en insécurité, on n'aura pas de démocratie. Donc c'est ce que nous disons. Les Maliens ont besoin de sécuriser leur pays, tout comme tout pays a besoin de sécuriser son territoire pour vraiment asseoir ce qu'on appelle démocratie. Donc c'est ça que nous disons, nous défendons. Sinon, la guerre, qui veut la guerre? Personne. Ce qui se passe en Ukraine, ça fait mal. De voir, vous avez vu ces grands beaux bâtiments qu'on est en train de détruire pour rien. Et c'est des vies humaines. On a parlé de 300. Le même langage. On a parlé de 300 ou 400 morts. Il faut aller plus. On ne peut pas dire qu'on a détruit des bâtiments comme ça et on tire des obus en l'air, les missiles, et qu'on dise qu'il y a 300, 400 morts. Non, on est en train d'arrondir les chiffres. Donc, les protagonistes doivent aller vite sur la table de négociation pour mettre fin à ce carnage-là. Et que ça serve de leçon. C'est que ça serve de leçon, que les gens ne poussent pas les autres peuples à aller à l'affrontement pour rien. Parce qu'on a trop donné d'illusions
au président ukrainien. Et donc, pour nous, nos pays africains qui sont en proie à la, comment l'appelle-t-on, au terrorisme, à la quête de démocratie, il faut absolument que les gens inscrivent l'alternance dans leur tête. Ça doit qu'on laisse l'égoïsme, qu'on mette l'alternance, que dans nos pays-là, le pouvoir doit tourner, le pouvoir doit changer de main. C'est-à-dire la force également doit changer de main. Le pouvoir changer de main. Mais quand au nom de la démocratie, les gens tripatouillent leur constitution. On dit que non, que ça ce n'est pas coup d'État. Moi je ne suis pas d'accord. C'est tout ça là qui amène après les armées à se lever. Et puis quand vous parlez des militaires comme si ils n'ont droit à rien, c'est quoi? Les militaires a été... Non, attendez. Les militaires... celui-là peuvent même se présenter aux élections. Je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent se présenter aux élections. Les conditions sont claires. Hein. Oui. Les militaires peuvent se présenter aux élections à condition de démissionner de l'armée 6 mois ou un an après. La tête du Burkina. Avant les élections. La tête du Burkina, l'insécurité est arrivée. Il était quoi? Il était militaire. Même si on dit que Blaise Compaoré est président, même si on dit qu'il a démissionné de l'armée, c'est lui toujours qui avait la même mise sur l'armée. Mais un président civil élu dans un pays n'a pas la même mise sur l'armée. Pardon? Le président civil, s'il est civil aussi, il a le chef suprême de l'armée. Oui, mais il n'a pas le même répondant qu'un militaire. D'accord, revenons à notre sommet. Ouais, Yobekou, on sait que Lomé, c'est aussi, je pense, Francisco le disait, c'est un grand habitué des sommets. Sécurité maritime, les faux médicaments, on a même raté un sommet Israël-Afrique et tout. Vous pensez que ça va être un sommet de plus, simplement, on va avoir une déclaration de Lomé ou bien, je ne sais pas moi, on va... sommet de plus? Non, je ne crois pas que ça serait un sommet de prestige, ni un sommet de plus. Et en tout cas, je ne le souhaite pas. Je crois que la situation est assez grave maintenant pour que les uns et les autres prennent conscience de cette situation-là et puissent proposer des choses qui puissent aller au règlement de la crise, au règlement de ces crises-là. Donc je crois que les pays concernés par ce sommet aussi ne disent pas non. Donc, quelle que soit la guerre, quelles que soient les crises, les gens acceptent quand même de s'asseoir. Vous prenez la Russie, ils sont en guerre, l'Ukraine est sous bombardement russe, mais ils s'asseyent pour discuter en pleine guerre. Et quand on parle des crises là, sans les pourparlers, sans les discussions, on ne peut jamais sortir de ces crises-là. Donc, le Togo, je l'ai dit tantôt, n'a fait que proposer et prendre l'initiative de proposer ce sommet pour quand même faire asseoir les gens pour réfléchir aux solutions. Et je crois que moi j'ai espoir que ce sommet peut quand même amener quelque chose dans la voie, sur la voie de règlement de ces crises-là. Quelle que soit la durée de ces crises, il faut quand même qu'on discute. Il faut quand même que les uns et les autres s'asseyent pour discuter. Donc, le Togo, les sommets, le Togo n'est pas le seul pays à accueillir les sommets, ni en Afrique, ni dans le monde. Mais si le Togo propose encore un sommet actuellement sur les solutions contre le djihadisme et pour les transitions, c'est que l'initiative est à saluer. Mais il faut, ce qu'on souhaite, c'est que les uns et les autres puissent quand même prendre conscience de la situation et proposer, discuter de manière franche et proposer des solutions quand même idoines pour pouvoir revenir aux situations normales. Même question pour finir, Francisco, vous pensez que ce sommet de plus ou on va avoir du concret? Bon. Est-ce que les gens sont prêts les gens sont prêts à vraiment lâcher du lait? C'est pas évident, hein, parce que chacun a son calendrier. Le Togo qui organise ce sommet également, il y a sa visibilité. Vous savez que chez nous on a l'habitude, on aime les sommets pour aussi, disons, redorer nos blasons, faire une bonne figuration. Sinon, quand nous prenons les résolutions du sommet sur
comment on l'appelle, la sécurité maritime. Ouais. Je crois qu'on l'a même oublié parce que Pas du tout. les ratifications, Pas du tout. je ne sais pas s'il y a encore un pays, combien de pays ont ratifié. Combien de pays ont ratifié, monsieur le député? Non, Donc, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Donc, On va faire les on va recherches. venir, les gens, Non, c'est pas moi, j'en sais. Je vois bien qu'est-ce qu'il veut dire avant de demander le nombre de pays qui l'ont ratifié. Mais il y a des actions par rapport à ce sommet qui se font entre des pays vous savez, pour pouvoir la sécurité maritime. Regardez le grand sommet. Ça n'a pas été un sommet pour rien. Le grand sommet de la COP 21 ou COP 22. COP à Paris. Bon, tout le Bataclan de COP, tout ça là est remis à zéro aujourd'hui. Pourquoi c'est remis à zéro? Attendez, on a refusé à l'Afrique de polluer l'environnement avec, comment l'appelle-t-on, les industries. Aujourd'hui, quand vous voyez l'Allemagne, déjà même la France, qui a remis. Attendez, la France qui a remis. L'Afrique est libre d'avoir ses usines, ses industries. La France qui a remis en marche ces réacteurs nucléaires. Alors qu'entre-temps, on était en train de partir, les écologistes, tout ça là, on était en train de partir sur la dénucléarisation. Et l'Allemagne aujourd'hui, qui est en train de lancer la construction d'autres, ça veut dire que la COP là est remise totalement en cause. Alors que c'est contraignant plutôt pour les pays africains à qui on a confiance. Donc, vous voyez, quand on a de grands sommets, de trucs comme ça qui sont tombés à l'eau, et quand nous allons parler de nos initiatives, il faut souhaiter que ça puisse c'est ce qu'on veut, mais vous voyez, la guerre en Russie aujourd'hui fait que les gens sont obligés de changer. Ils sont obligés ils vont polluer. L'énergie fossile est en train de revenir en force. Alors que c'est ce qu'on refuse à l'Afrique. Mais que nos pays s'inscrivent sur la voie de l'industrialisation. Personne ne les Oui, mais l'industrialisation, c'est mais l'industrialisation, il faut polluer. Oui, mais les autres ont pollué pour avoir chez nous, on vient prendre développement chez eux, mais on ne nous refuse pas. On vient prendre le charbon à prix liquidatif. On prend l'uranium à chose comme au Niger, même la bauxite en Guinée. Mais nous ne sommes pas en mesure d'avoir ces usines de transformation. Il faut souhaiter qu'on puisse les avoir. Francisco Napokura, merci d'être passé. Oui, merci. Et le journal Tampa Express est désormais disponible. Oui, vous faut montrer pourquoi. Oui, le journal même, ça c'est le papier, mais le journal est disponible désormais sur www.tampaexpress.net. Tampa, c'est T-A-M-P-A. T-A-M-P-A Express. .net. Voilà. Et en fait, c'est en vente. D'accord, nous avons implémenté le site net, et puis à côté également il y a une page qui peut vous permettre d'aider Tampa Express à évoluer à travers des petits dons. Il le faut, et vous faites bien de partout dans le monde, ça marche parce qu'il y a la carte Visa qui permet d'acheter, il y a le système Flouz et le système T-Money. Donc c'est les trois qui sont c'est bien, c'est la liberté d'expression Togo. Une belle publicité à New World TV. Ah oui, New World TV, voilà. Il faut que les gens achètent les décodeurs. Et aller dire encore que le Togo, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous voyez que c'est une liberté entre guillemets. Merci d'être passé aussi, député, de répondre malgré la fatigue, on s'imagine. Merci d'être passé. C'est un plaisir.